Et nous allons du coup pouvoir passer aux questions. J'ai déjà reçu quelques questions dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent poser leurs questions d'abord? Non? Et s'il n'y a pas de questions, j'avais quelques points à rappeler que je n'ai pas évoqués pendant la présentation. C'est vrai qu'on est passé assez rapidement sur la vape ou vapote. Justement, en parlant de ça, il est bien un petit peu d'abandonner le vocabulaire qui rappelle la cigarette. Donc, de moins en moins, vous entendrez le terme de cigarette électronique, voire de fumée la vape, hein, puisqu'on ne la fume pas, il n'y a pas de combustion. Et c'est bien ça qui est très intéressant dans cet outil. C'est qu'il n'y aura pas de monoxyde de carbone qui sera créé. C'est de la vapeur. D'autre part, par rapport à la vape, ce qui est important de rappeler également, c'est qu'il faut que le patient il soit relativement bien dosé dans le liquide qu'il choisit, parce que souvent, il va vouloir à minima de la nicotine parce qu'il pense que la nicotine, c'est pas bon. Au contraire, c'est-à-dire que la personne, quand vous allez lui dire qu'elle va utiliser sa vape sur des moments où elle a envie de fumer, il faut qu'il y ait un assez bon dosage pour qu'il y ait une réponse à cette envie de fumer. Sinon, on va se retrouver avec des personnes qui sont finalement en manque de sensations par rapport à ça. Et c'est là qu'on va peut-être avoir des personnes qui vont tirer sur leur vape beaucoup trop. D'autre part, il y a une petite frilosité de la part des pneumologues par rapport à l'utilisation de la vape sur des muqueuses qui sont déjà altérées chez des patients qui ont des pathologies pulmonaires. Donc, il ne faut pas hésiter à demander l'avis aussi du pneumologue qui suit la personne si jamais elle a une BPCO, une insuffisance respiratoire. Voilà. Il nous avait été posé la question de l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément aborder, en tout cas ici, de manière approfondie. Dans tous les cas, c'est à partir du moment où la personne a choisi l'hypnose, on se doit de l'encourager dans cette démarche et ça sera toujours bénéfique parce qu'il a choisi ça. Et c'est une très bonne technique pour gérer les émotions en complément aussi de substituts nicotiniques. Margot me dit qu'il y a 3 questions en cours, donc on va essayer d'y répondre. Alors, la première question que j'ai, c'est par rapport à la prescription des traitements de substitution nicotinique, comment peut-on faire pour évaluer la dose chez quelqu'un qui fume la chicha? Chez quelqu'un qui fume la chicha, ben, c'est assez compliqué hein, parce que c'est quelqu'un qui fume que la chicha, c'est vraiment particulier, mais on va y aller un petit peu à l'aveugle. En fait, questionner déjà, est-ce qu'il y a des cigarettes à côté ou pas? Est-ce qu'il y a des joints à côté ou pas? Il faut prendre en compte pas mal de choses. Si on suppose que si la personne vient demander de l'aide, ça veut dire qu'elle a une consommation importante. Donc, on peut partir avec des patchs, on va dire des moyens, et puis on voit après ce qui se passe. Après, il faut réévaluer souvent quelques jours après. C'est pas la peine de réévaluer le lendemain parce qu'il faut quand même un petit temps pour que tout ça, ça se mette en place. Mais Voilà. la chicha, c'est particulier. Oui, voilà, on me dit c'est juste la chicha, le soir uniquement, sans cannabis associé. D'accord. Voilà. La deuxième question que j'avais, c'est combien doit-on prescrire en termes de dose si on est dans le cas d'une réduction contrôlée? Eh bien, en fait, alors pareil, les 2 questions qui nous permettent d'évaluer la première dose, ben, c'est combien la personne fume un jour sans restriction et est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle a envie de fumer dès le réveil. Donc ça va nous donner des indications. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prescrire des patchs en fonction du nombre de cigarettes. Et après, on va réévaluer en fonction du nombre de cigarettes, si vous voulez. Si la personne, on lui a prescrit un 21, elle revient vous voir une semaine après et à sa grande surprise, ben, le premier jour, elle en a fumé 3, le deuxième jour 2 et ça fait 5 jours qu'elle fume plus du tout, eh ben, on va peut-être rester sur ça. En fait, ça va dépendre
envies qui restent. Et si dans le cadre d'une réduction contrôlée, la personne, elle vous dit que finalement, elle a réussi à en enlever que 2 et qu'entre-temps, elle a encore plus envie ou qu'elle a des envies, on monte en fait. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait des envies de fumer, on monte. Dans le cadre de la réduction contrôlée, après, il faut savoir quel est le projet du patient. Est-ce qu'il a vraiment envie de se donner du temps et voilà, quel temps on a devant nous aussi. Même dans le cadre d'une réduction contrôlée, parfois, on est un petit peu bloqué par le temps. D'accord. Enfin, j'avais comment utiliser le capteur de CO pour les consultations d'arrêt du tabac. Alors, oui, la question du testeur de CO. Alors, le testeur de CO, c'est un appareil que vous pouvez utiliser pour en fait connaître le taux de CO dans l'air expiré de vos patients. C'est-à-dire, c'est un appareil qui se présente un peu comme l'éthylotest quand vous soufflez au bord de la route. Le problème en soins primaires, c'est que l'utilisation n'est pas forcément justifiée. D'une part, c'est un objet qui coûte très cher. Il faut régulièrement l'étalonner. Tout ce qui est embout, enfin tous les consommables ont un coût assez important. Et si vous voulez, si vous êtes beaucoup de professionnels, par exemple dans une maison de santé à l'utiliser, pourquoi pas. Mais en fait, ça sera très, très intéressant dans le cadre d'un entretien motivationnel. C'est vrai qu'un patient qui aura diminué son taux, qui sera presque à 0, alors que la première consulte, il était à 20 ou 30, c'est vrai que ça augmente le taux d'efficacité. Mais sinon, l'intérêt va pas être énorme. Après, c'est encore une fois, si vous êtes un spécialiste, un tabacologue dans un service, là, d'accord, mais chez vous, dans le cabinet ou dans votre trousse d'infirmière ou l'infirmier libéral, je ne pense pas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais souvent, on nous demande, peut-on couper les patchs? Alors, est-ce qu'on peut couper les patchs? En fait, actuellement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Avant, quand il fallait que le patient fasse l'avance, qu'on était un petit peu diminué dans les possibilités, en fait, on bidouillait avec les doses de patchs. Maintenant, il y a des patchs qui sont faits d'une certaine façon. Il y a une galénique particulière. On ne peut pas vraiment les couper. Donc, vaut mieux qu'on refasse une prescription. La personne, elle utilisera les patchs. Voilà, il vaut mieux pas les couper. En tout cas, et puis la nicotine est volatile. Donc, voilà. D'accord. Bien penser à donner des conseils d'usage avec tout ce que vous prescrivez. Les patchs, faut les mettre à tel endroit, à tel moment, donner des consignes de base, quoi, hein, sur une peau propre, sèche. Si ça démange au début, c'est normal, c'est le passage de la nicotine à travers la barrière cutanée. Maintenant, si ça fait un énorme placard rouge, que c'est gonflé, c'est peut-être moins normal à ce moment-là. Il faut changer de marque. Il faut peut-être, là aussi, les pharmaciens sont de très bons conseils. Faut donner peut-être des crèmes, voire un antihistaminique. Voilà, changer de lieu de pose aussi. Dans le dos, la peau est plus épaisse. Sous le pied, ça peut être intéressant, mais là encore, il faut que la dose soit augmentée parce que la couche cornée est plus difficile à passer. Donc, sous le pied, ça a été évoqué. Maintenant, est-ce que ça marche vraiment? Voilà.